J'ai toujours été frappé à l'idée que chaque personne était unique. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Aussi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de chacun pour discuter. Et chaque rencontre enrichissante a donné lieu à une interview inspirante. Caroline, bonjour. Bonjour François-Marie. Merci de nous recevoir ici. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. On se connaît déjà pas mal, quand même, on va pouvoir le dire. Mais voilà, je pense que tu as un parcours qui est à la fois inspirant et puis qui est un peu atypique. Et donc, je voulais un petit peu le faire découvrir à d'autres personnes. Pour commencer, si on devait te présenter, tu aimerais qu'on le fasse comment ? Pour me présenter en quelques mots, je suis une femme battante. C'est plutôt ce qui me caractérise, qui aime passer du temps avec les gens, le rire, la joie, la musique aussi, et le vin en particulier. Vin du coup dont j'ai choisi de faire ma vie, puisque je suis vigneronne en herbe, on peut dire. Alors, vigneronne, ça, on s'en doute, on est au milieu des barriques, des tonneaux. D'ailleurs, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette pièce plus tard. Mais avant d'arriver à cette vie-là, il s'en est passé du chemin, parce qu'en fait, on s'est connus en fac de philo à Paris. Pourquoi tu avais choisi de faire de la philo ? Je crois que l'histoire avec la philo, elle remonte à quand j'étais en primaire. Je devais avoir 8-9 ans. Mes parents m'avaient fait découvrir une collection qui s'appelle les goûters philo. Je suis pas sûre que ça parle à grand monde. Inconnu au bataillon. Voilà, mais en fait, c'est des petits bouquins qui abordent une thématique en particulier de la vie. L'argent, l'âme, l'amour, Dieu, la fraternité. Encore, je le mets en description pour ceux qui ont envie de faire découvrir ça à leurs Mais je enfants, recommande, c'est super, vraiment. Et en fait, donc c'est adressé vraiment aux très jeunes, mais je pense qu'en moi, ça répondait un peu à plein de questions qui foisonnaient dans mon esprit, que je me posais sur tout un tas de choses du monde qui m'entourait. Et voilà, ça a vissé un peu cette soif-là chez moi. Et puis, ça a continué plus tard avec, en première terminale, la découverte de la philo, qui était, je l'ai compris après, très très loin de ce qu'on a pu voir en école de philo après, mais qui quand même, pareil, me passionnait. En fait. Ah oui, j'adorais. T'avais de la chance d'avoir un bon professeur, c'est pas le cas d'avoir tout le monde. Oui, c'est pas qu'une affaire de prof, mais entre autres. Mais en tout cas, je me suis découvert une passion pour cette matière. Et donc, j'ai entendu parler de cette école de philo à Paris. Et j'ai eu envie de creuser en me disant que, parce qu'on va sûrement en reparler derrière, mais le vin était un peu présent déjà dans mon esprit à ce moment-là. Même s'il était qu'au stade... 8 ans ou à Non, je parlais au lycée. D'accord, ouais. Même s'il était qu'au stade de la curiosité, du questionnement, du doute, etc. Mais il y avait quand même un peu ça en fond de mon esprit. Mais je me disais que j'avais pas du tout la maturité, si tu veux, pour rentrer dans le monde du vin d'emblée. Ni la maturité peut-être de vie intellectuelle, mais aussi de palais. C'est quelque chose que j'ai pu travailler ça après au fil du temps. Mais donc il y avait déjà le fait que voilà, je ne voulais pas du tout commencer d'emblée à 17 ans. J'ai passé mon bac à 17 ans, donc dans le vin à cet âge-là. Et surtout que je voulais d'abord profiter de ces années. Et je m'en suis rendu compte plus tard qu'ils sont les années les plus précieuses où on a tout le temps qu'on veut pour travailler intellectuellement, aussi de se faire des amitiés, etc. Mais du coup, j'ai voulu consacrer cette première période-là de vie de jeune étudiante à la philo. D'accord. Et ça m'a passionnée. Ok. Tu parles du fait que le vin te titillait et tout ça. Bon, il faut que les gens comprennent. Tu es bordelaise, que tu as vécu toute ta vie à Bordeaux. Toute mon enfance. Toute ton enfance. Ma jeunesse à Bordeaux. Ta jeunesse à Bordeaux. D'accord, tu n'es pas née à Bordeaux ? Si, je suis née à Bordeaux. D'accord. Et j'y ai passé jusqu'à 17 ans. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Oui, tu as passé toute ta vie jusqu'à tes études à Bordeaux. Deux questions par rapport à Bordeaux. Premièrement, est-ce que tous les jeunes de Bordeaux se posent la question du vin à un moment ? Parce qu'on pourrait se dire, on est dans une région
réputé viticole. Donc, en fait, je pense que ça doit être des cursus très reconnus, c'est-à-dire beaucoup plus reconnus que si on prend à Paris ou ailleurs. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quoi les aspects positifs de cette ville et les aspects un peu plus négatifs de cette ville? D'accord. Ville que je n'ai plus côtoyée depuis mes 17 ans. Tout à fait. Quasiment. Faudra dans tes le souvenirs. préciser. Je veux dire les points positifs et les points négatifs pour une enfant adolescente. Tu vois. Ouais, clairement. Donc déjà, pour répondre à ta première question sur le vin, évidemment à Bordeaux, on est entouré de vignes, ça fait partie du paysage, tout le monde connaît ça. Évidemment, on peut avoir la chance, quand on est petit, un peu plus que d'autres de régions, Pas-de-Calais, Bretagne et autres, d'aller en sortie, vendange ou je ne sais quoi. On salue évidemment le Pas-de-Calais et la Bretagne. Voilà. Absolument aucune condescendance dans cette propos. Aucune. Hein. Il y a de belles richesses dans ces régions-là. Tout à fait, exactement. Mais le vin, bon, il y en a un peu moins. Non, mais donc voilà, donc évidemment, on connaît ça. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'études, en particulier dans cette région, qui mènent aux différents métiers du vin qu'on trouve peut-être un peu moins dans d'autres régions. Et évidemment, on connaît tous plus ou moins du coup des parents, d'amis qui travaillent dans le vin. Donc c'est à la fois un sujet dont on entend parler et à la fois un peu comme moi, mais même si je ne m'inclus pas totalement dans ces jeunes-là, mais on peut totalement aussi ne pas du tout avoir d'attrait, enfin ne pas connaître spécifiquement ce monde-là. On en entend parler comme ça, mais finalement, derrière, quand on fait des écoles classiques, des études classiques derrière, on nous amène vers des voies un peu plus tracées ou autres. Enfin, voilà. Quand tu dis tracées, c'est quoi, enfin, spécifiquement? Non, je veux dire des voies, des voies générales, un peu plus habituelles que spécifiquement le monde du vin. Je pense que c'est une question souvent qui peut se poser un peu plus tard dans le parcours d'études, voire même professionnel. Mais voilà, donc oui, à Bordeaux, on est peut-être un peu plus sensibilisé à cette thématique, mais en même temps, comme tous les autres enfants, c'est pas plus un sujet qu'ailleurs. Très bien, ok. Et alors, les points positifs, points négatifs? Je suis bordelaise, donc chauvine. Non, mais j'étais quand même une amoureuse de ma ville, donc c'est dans les points positifs, c'est une ville magnifique. C'est une ville dite 18e, alors quand on aime cette architecture-là, mais qui est avec une pierre blonde superbe, très homogène, avec un centre-ville hyper agréable pour les piétons en particulier, ou les vélos, les deux roues. On a un bord de Garonne qu'on appelle le port de la Lune, qui est merveilleux, qui est arboré, qui est spacieux, on respire, il y a des tonnes de choses à faire, c'est une ville qui bouge énormément et de plus en plus, et encore plus depuis que je l'ai quittée, c'est une ville jeune, familiale, âgée, enfin il y avait vraiment de tout. Bon, voilà, je pourrais surtout faire la pub pour ma ville. J'ai l'impression, ouais. Après, c'est vrai que moi, le fait d'avoir quitté Bordeaux justement à 17 ans pour aller à Paris, et découvrir un monde bien plus vaste, large et cosmopolite aussi, parce que du coup j'ai rencontré des gens de partout ailleurs. Je me suis rendu compte en prenant un peu de recul qu'il y avait aussi parfois un côté assez fermé dans Bordeaux, mais qui peut être commun à bien d'autres villes, j'imagine. Mais voilà, en tout cas, mon expérience personnelle m'a montré quand même, il y avait une sorte de microcosme, en tout cas dans lequel moi je me trouvais, voilà, avec des loisirs un peu partagés par tous ceux qui nous entourent, des lieux communs, voilà. Donc moi ça m'a fait du bien aussi de quitter. Et peut-être pour mieux revenir, même si maintenant je ne reviens pas dans la ville, mais plutôt en périphérie. Voilà. Et puis après, d'un point de vue très pratico-pratique, il y a quand même cette question de la circulation qui est terrible à Bordeaux. On va pour pas la se circulation le cacher. Motorisée. Voilà, motorisée. Oui, voilà, motorisée, exactement. C'est une ville un peu galère de ce point de vue-là. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup d'autres villes qui pourraient rejoindre ce club. Mais bon, voilà. Ce qui fait que c'est souvent on peste dans Bordeaux quand on est en voiture. Ça met pas très... C'est pour ça que tu as choisi maintenant la vocation du tracteur, mais on en reparlera un petit peu après. Justement, donc tu as fait 3 ans de philo. Et à l'orée de cette philo, au seuil de cette philo,
tu as décidé de bifurquer totalement. Moi, j'étais présent à ce moment-là et je sais que tu avais eu envie de continuer en philo. Tu t'es vraiment posé la question. Et finalement, tu as choisi de faire de la communication. Pourquoi ce virage? Effectivement, j'avais envie de continuer parce que, comme je te disais, ça m'a passionnée. La première année, je suis arrivée un peu à la cool, je découvre, surtout je profite des amitiés, de la vie parisienne, de tout ça. De la fête. Voilà, je pense qu'on peut dire de la fête. Mais parce que j'ai l'impression que les Bordelais savent faire la fête. Ah bah oui, c'est dans l'ADN. Ils parlent l'ADN. du vin, ils consomment... bref, ouais. Voilà, on va s'arrêter là. Mais finalement, au fil de cette première année, il y a énormément de choses qui m'ont questionnée profondément, pas uniquement intellectuellement, mais dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes choix, dans plein de choses. J'ai mûri à vitesse grand V aussi, je pense pouvoir le dire pendant cette formation-là. Et donc juste, vraiment, ça m'a... Juste pour que les gens aussi sachent, c'est une des spécificités, je pense une des particularités de cette formation qu'on trouve à l'IPC. Voilà. C'est qu'on aborde la philosophie de telle sorte qu'elle habite le quotidien et elle habite notre vie. Résultat, c'est 3 ans qui sont assez exigeants en fait intérieurement et qui, comme tu dis, alors première année, tu as de la chance, certains ça peut arriver la deuxième année, la troisième année, mais qui peuvent un petit peu faire gagner en maturité. Ouais, c'est ça. Je l'ai senti aussi par rapport à d'autres amis qui avaient pu faire des filières médecine, droit, etc. On se posait plus du tout les mêmes questions, on faisait plus les mêmes choix, on faisait voilà. Et c'est normal, chouette, ça fait partie de la vie et tout. Mais voilà, j'ai pu prendre du recul sur ce temps-là et ça a été hyper bénéfique, vraiment, et très précieux. Et donc en fait, à la fin de ces 3 années, presque à la fin, j'avais encore envie de continuer de creuser ça, de partir à Sorbonne en master, etc. Sauf que là, quand on fait de la philo, tu le sais très bien, du coup, il n'y a pas... en fait, il y a plein de voies possibles, mais ce que j'entrevoyais à ce moment-là, c'était la voie ou de la recherche ou de l'enseignement. Et pour le coup, je ne me voyais ni dans la recherche en philo, ni dans l'enseignement. En tout cas, ce n'étaient pas les projets que j'avais dans ma vie à ce moment-là, ou que j'entrevoyais, parce que je n'étais pas du tout encore arrêtée sur la chose. Et donc, je me disais par contre... Et donc, en fait, je me suis dit, maintenant, j'ai envie d'aller dans une voie qui va pouvoir m'ouvrir des portes assez largement. Et donc, et me faire accéder ensuite à un métier concret, voilà, et qui ne soit pas recherche ou enseignement. Et donc, ce qui m'est apparu, en fait, c'est la communication, parce que ça rejoint quand même quelque chose qui fait partie de moi, c'est que j'adore communiquer, mettre en valeur des concepts, des produits, des choses, etc. Parler, voilà. Tu savais ce que c'était que la communication avant de le faire, ou alors c'était plutôt une idée que tu te faisais de la communication? Très bien, en fait, ce qui me parlait un peu plus, c'était le journalisme. Mais je me suis dit, en fait, en filigrane de mes... tu vois, au fil de mes stages, par exemple en troisième, plus tard après pendant nos études de philo, etc., j'ai fait toujours des stages de journalisme. Et il y a quelque chose qui me rejoignait énormément dans ma personnalité, dans ce que j'aime, dans ce que je fais. Mais je me suis dit qu'en fait, ce serait toujours une façon médiate de faire quelque chose dans ma vie, mais que je ne voudrais pas être journaliste. En fait, je me suis dit que... Là, comme la philo. Je m'égare un peu, mais voilà, pour juste creuser ça, en gros, différemment. En gros, j'ai compris que il m'a semblé que le journaliste était toujours à l'affût et en permanence dans l'actualité, dans les choses qui arrivent, dans l'instant, dans le... voilà, c'est cet aspect-là. D'ailleurs, son nom journaliste. Exactement. Non, mais voilà, c'est le chose du quotidien, etc. Il y a plein de types de journalisme différents, évidemment. Il y a des sujets de fond, il y a les reporters d'images, etc. Mais donc, c'est plus cet aspect-là qui me parlait moins dans le journalisme. Et donc, il y a quelques aspects communs avec la communication. Je tiens à dire, l'étymologie que je viens de faire de journaliste, c'est pas du tout une étymologie valide. C'est-à-dire que je pense que ça vient de journal, je sais même pas de quoi ça vient, mais voilà. On dit bien journalier. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est l'actualité. Ça marche quand même, mais quand même, je ne me prenais pas pour un étymologiste foireux. Voilà. Et bref, j'ai choisi du coup l'univers de la communication sans jamais me dire que j'allais faire un métier de communication. D'accord. Moi, à aucun moment dans mes 2 années de master,
je me suis dit, je veux être directrice de communication, etc. Je me suis dit, ce sera un vecteur pour accéder à certains métiers. Et de toute façon, j'aurais besoin de communiquer. Et aujourd'hui, c'est primordial, encore plus à notre époque qu'il y a quelques décennies. Donc voilà, je me suis dit, à la fois, ça me rejoint dans mon caractère et à la fois, ça me sera toujours utile. Mais par contre, ce que je voulais pas, c'était faire de la communication, faire une école de communication 5 jours sur 5 et faire de. C'est ce que je me suis dit, toi, la communication que tu as choisie, c'était une alternance. Voilà, donc, exactement. En fait, j'ai choisi cette formation-là pour être en alternance et encore 3 semaines sur 4. C'est-à-dire que j'étais principalement en entreprise parce que je me suis dit, je veux pas faire de la pratique en théorie après avoir tellement étudié la philo et des choses vraiment de fond, théoriques, mais tu vois, de fond qui m'ont transformée, je ne pourrais pas faire du pratique en théorique. Donc en fait, je veux l'appliquer d'emblée et découvrir déjà un métier. D'accord. Donc j'ai fait du mécénat, j'ai travaillé dans le mécénat et pendant 2 ans. C'est ironique, pendant 2 ans. Pour une chaîne de télévision et on organisait avec ma responsable des événements pour en fait mobiliser des grands donateurs et travailler au bon fonctionnement de la fondation de la chaîne de télé. Et en fait, ce qui est assez ironique, c'est que comme pendant tout mon parcours, on en reparlera sûrement, mais le vin a été présent et a continué à m'appeler, on va dire. Une attraction. Puisque on organisait entre autres des ventes aux enchères de grands crus. Et donc, on avait des vins du Bordelais, entre autres, de Bourgogne, de Rhône, etc. Et moi, cet aspect-là, particulièrement du métier, alors que c'était un peu un épiphénomène, mais m'a passionnée. Et j'adorais faire des recherches là-dessus. On était en lien avec les vignerons, un peu. Et enfin, voilà, cet aspect-là avait été chouette, comme plein d'autres aspects de ce métier. Mais ça, c'est l'aspect vin. Alors, philosophie, communication, pendant 2 ans. Une fois que tu as ton diplôme en poche, on pourrait s'attendre à ce que tu te lances dans une carrière professionnelle assez classique. Mais tu décides de partir à l'étranger. Pendant 1 an, tu pars à Londres. Et là, le vin semble faire un espèce de coup de lasso pour essayer de te récupérer. Et voilà, est-ce que tu peux en parler pour expliquer aux gens? Parce que je ne comprends pas. En fait, j'ai eu le temps de mûrir un peu cette question du vin pendant mes 5 années d'études. Et pour revenir quand même à l'origine de ce qui était le premier déclic pour moi dans le monde du vin, c'est que j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler en tant que saisonnière, comme job d'été, quoi, au château Aubryon, donc qui est un premier grand cru classé, en Pessac-Léognan. Dans la description pour que vous puissiez voir où est-ce que ça se situe. Ouais. En Pessac-Léognan, du coup. Pardon. Et en fait, j'étais à la meilleure école pour comprendre ce qu'il y a au principe du vin, c'est-à-dire la vigne. Et je suis tombée un peu amoureuse de cette plante en comprenant que, au départ, c'est une liane qui, si l'homme n'y fait rien, elle part un peu dans tous les sens, elle s'étend, elle fait des gros fruits juteux, mais sans forcément beaucoup d'intérêt, etc. Et en fait, quand l'homme conjugue son travail à celui de la nature et à celui de tout ce que nous donne la nature, on peut en faire des vins exceptionnels. Et donc, aller proposer à la plante de donner le meilleur d'elle-même, d'aller chercher plus profonde, enfin voilà. Donc, sans rentrer dans des détails viticoles, vinicoles, mais ça m'a... Il y avait eu vraiment un premier attrait très fort à ce moment-là. Et donc, je me suis j'ai été amenée à me questionner tout au long de mes années d'études sur cette question du vin. Et donc, je l'ai abordée sous le prisme de la philo, tu le sais, sous le prisme du journalisme. C'est vrai que tu as fait un travail sur la question le vin est-il un bien commun, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ah ouais, non, je me rappelais. C'est ça. Et voilà, étude passionnante, s'il en est à ce moment-là. Mais du coup, je l'ai abordé sous différents angles comme ça. C'est un peu ce qui caractérise aussi tout le parcours qui a suivi. Et donc, à la fin de ma 2e année d'alternance de communication, je me suis dit, c'est maintenant que j'ai envie vraiment de creuser cette question et de savoir si oui ou non c'est fait pour moi. Voilà, j'y allais pas du tout en me disant ma vie est toute tracée, c'est dans cet univers. Mais j'y allais en me disant ok, on va tester et je vais m'en donner tous les moyens possibles.
Et conjugué à ça, le fait que je sentais que c'était le moment de ma vie charnière où je pouvais partir à l'étranger. Et j'en avais déjà un appel, si tu veux, l'appel de l'étranger, de vivre une aventure, de découvrir une autre culture, même si du coup, pour le dire, j'étais à Londres, au Royaume-Uni, donc c'était pas non plus une culture c'est une autre culture, si. Les Anglais, c'est vraiment une autre culture. Mais je suis quand désolé, même, faut quand même le dire. sur plusieurs points. Et puis parler anglais aussi, pratiquer mon anglais à ce moment-là, parce que je sentais bien que c'est un outil incontournable aujourd'hui, et surtout dans le milieu du vin. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis bougée, j'ai contacté énormément de personnes, etc. Avec une idée, pour le coup, très précise en tête. Je me suis dit, je veux travailler chez un importateur de vin à Londres. Voilà, du coup, je m'étais fixé ça. N'importe lequel l'importateur. Ou français? Alors, un importateur, entre autres, de vin français, c'était l'idée. Parce que je voulais aussi pouvoir prendre du recul sur mon propre pays et découvrir les vins de la France au travers d'un regard international. Parce qu'il faut savoir que Londres, c'est quand même la plateforme, enfin une des très très grandes plateformes internationales du vin. Et si on ne fait pas encore tout à fait, mais déjà ça commence, de vin en Angleterre, en tout cas, on y vend du vin et on y importe des vins de partout. Et c'est vraiment, c'est un lieu hyper charnière. On a le London Wine Fair, par exemple, qui est un salon énorme. C'est vraiment un carrefour des rencontres au niveau du vin hyper important. Donc, je m'étais mise, je suis partie bille en tête de faire ça. Et effectivement, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai pu travailler pour une marque française qui aidait en fait les producteurs français à exporter au Royaume-Uni. Donc, une sorte d'importateur qui faisait le lien avec le marché britannique. Et en fait, là, ça a été effectivement le déclic. J'ai découvert vraiment cet univers-là. J'ai pu découvrir aussi d'autres régions que la région de Bordeaux, parce qu'il faut savoir que je ne connaissais que le Bordeaux et le rouge, donc c'était quand même vachement limité comme prisme. Et finalement, du coup, j'ai pu c'est ouvert à moi un monde énorme, et le monde du vin est quand même immense, justement, et de plus en plus. Donc, j'ai découvert ça, ça m'a passionnée, et c'est cette année-là que je me suis dit, ok, je rentre, parce que j'étais forcée de rentrer à ce moment-là, mais je rentre en France, mais maintenant je me dirige vers cet univers-là du vin. Alors, tu avais l'expérience justement du commerce du vin, puisque c'est à l'international, c'est ce que tu as fait. Ouais. Pourtant, on te retrouve quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, directrice de cave à vin à Paris, dans le 16e arrondissement. Comment t'es arrivée là ? Alors, le métier de caviste, c'est clairement un métier de commerce, en oui, tout pardon, cas. Donc... mais on était dans le commerce, pour moi, commerce international, commerce extérieur. Ouais. J'allais dire, tu étais quasiment même de professionnel à professionnel. Donc là, tu es tout de suite dans le... Je veux dire, on n'est plus dans le commerce, on est dans le commerçant. Oui, c'est ça, exactement. De quartier, quoi. C'était totalement ça, en particulier dans le quartier dans lequel j'étais. En fait, en rentrant du coup à Paris, je me suis dit, il me faut un cadre dans lequel je puisse découvrir à fond l'univers du vin, c'est-à-dire et tout ce qu'il propose, c'est-à-dire les vins de France, les vins du monde, mais l'univers des boissons aussi de manière un peu plus large, donc la bière, les spiritueux, etc., etc. Et en fait, la cave, c'est quand même un super moyen pour ça, justement, parce qu'on vend des vins de partout. En tout cas, j'avais la chance, dans cette cave-là, de pouvoir vendre des vins absolument de partout et de découvrir très en profondeur ces vins-là, de les déguster, d'avoir des masterclass, comme ça faisait partie d'un ensemble de caves. On avait des masterclass toutes les semaines. Oui, c'est le repère de Bacchus. C'est le repère de Bacchus. Voilà. Pour tous les Parisiens, je conseille vraiment, Parisiens, Franciliens, je conseille ces caves qui sont superbes, qui proposent des vins très variés, de tout budget, de tout style, de toute histoire. Et en plus, comme tu dis, c'était ça qui était... Enfin, parce que moi, j'ai suivi un petit peu ça. Toutes les semaines, tu avais une formation. Oui. On avait des masterclass où on rencontrait les vignerons, tout le temps. Les vignerons ou les ambassadeurs de marque pour les grandes maisons de négoce ou de champagne et autres.
Et donc, c'est passionnant parce qu'on pouvait faire comparer. J'ai jamais autant gratté sur mon cahier de dégustation que pendant ces années-là de responsable de cave. Et en même temps, j'ai été aussi plongée très vite dans ma cave seule, quoi, avec du coup une certaine responsabilité que ça impliquait, et donc une nécessité de très très vite s'y mettre et de très vite découvrir tous ces vins-là. T'avais des bouteilles qui coûtaient cher ou pas dans ta cave? J'avais de tout. Ouais. Et j'avais jusqu'à des bouteilles qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Voire. Combien? C'était quoi le maximum? J'avais une bouteille qui devait avoisiner les 1 000 euros. Oui. Voilà, par là. Mais ça, c'est pas du tout les bouteilles qu'on vendait au quotidien. J'imagine pas bien, que ça. Mais ce quartier-là avait aussi une richesse, c'est que les clients sont très variés dans ce quartier, très curieux souvent, avides de conseils, de découvrir des nouveautés, etc. Et aussi, pour la plupart, on va dire, ont un fort pouvoir d'achat. Donc on pouvait aller justement dans des choses assez exceptionnelles et de belles découvertes. Parce qu'en fait, le métier de caviste, c'est pas seulement de la vente, c'est principalement en fait du conseil. Ah oui. Quand on regarde, parce que la vente, on pourrait aller en grande surface pour Exactement. prendre une bouteille, quoi. Oui, c'est ça. Une personne, quand elle veut acheter du vin, il y a la facilité grande surface, mais quand elle va pousser la porte du caviste, c'est en général, enfin quasiment à chaque fois, pour avoir déjà quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou des choses dans une grande surface, il faut avoir la quantité nécessaire pour achalander tous les magasins. Enfin, c'est souvent la politique des magasins. Donc en fait, on peut avoir des choses plus communes qu'on va avoir chez un caviste qui a lui déniché un petit vigneron qui travaille comme ci, comme ça, différemment des autres. Donc on a déjà une richesse particulière dans la gamme de vins qui est proposée, et surtout on va avoir le conseil du caviste. Donc on va avoir des choses qui vont être vraiment adaptées au moment de dégustation, aux gens avec qui on va déguster, aux plats sur lesquels on va déguster le vin. Enfin voilà, tout ça contribue à ce qui fait l'unicité et la richesse du caviste. Petite recommandation, si vous avez envie de boire du vin, n'hésitez pas à aller voir les cavistes dont c'est le métier justement. Oui, exactement. Avant justement de passer à la prochaine étape de ta vie, parce qu'en fait, t'es pas resté caviste, oui. Parce que tu as un parcours qui semble très linéaire, et parce que tu en donnes un fil rouge, mais qui, quand on regarde d'un point de vue simplement strictement pratique, on a l'impression que c'est une espèce de ping-pong, une espèce ou de ricochet, plutôt. Le terme plutôt ricochet, c'est pas mal. Justement, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent dans ta vie, je sais pas, qui pourraient expliquer ça, ou même qui te renforcent dans tes décisions, ou ce genre de choses? Alors, pour n'en citer qu'une, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu m'inspirer tout au long de ma vie, mais c'est celle du moment, on va dire. C'est celle qui fait que peut-être on est ici aussi, etc. C'est une dame qui, à la fois, est assez lointaine, parce qu'elle est d'une autre époque, d'une autre société, haute culture, etc. Elle est née au 18e, et qui, en même temps, est très proche, puisque elle est née justement là où nous sommes aujourd'hui, au Dans Maine. cette salle Alors, cette salle n'existait pas à l'époque, okay. Mais la bâtisse principale existait, le vignoble était là, il était replanté, mais il était là, etc. Et donc, elle est née ici, elle a grandi, couru au milieu des vignes, etc. Et elle s'appelle Marie-Thérèse Charlotte de la Mourousse, du Maine. Voilà, donc derrière ce nom... c'est un nom à rallonge, d'accord. Derrière ce nom à rallonge, effectivement, se cache une femme, en fait, d'une extraordinaire poigne et d'une action incroyable, et qui, moi, m'inspire beaucoup. Je pense que c'est une femme très moderne. En fait, elle est née au XVIIIe siècle. Elle a énormément œuvré pendant la Révolution française, notamment politiquement, mais aussi auprès de prisonniers, de malades, d'énormément de personnes en souffrance, etc. Et surtout, elle est connue, et son action principale, après tout ça, a été de s'occuper de femmes, d'anciennes prostituées qui voulaient changer de vie,
Et ça, c'était pas du tout tracé d'avance pour elle, parce que c'était pas du tout dans ses valeurs, son éducation, c'était quelque chose d'assez lointain pour elle. Et en fait, deux personnes en particulier lui ont demandé, voyant que justement c'était une femme d'énergie, de poigne et d'action, lui ont demandé de bien vouloir s'investir aussi auprès de femmes-là en Gironde, hein, du coup, qui voulaient changer de vie. Et alors, sa première réaction a été vraiment de ne pas vouloir du tout. Elle a dit non, merci, très peu pour moi. C'est pas mon truc, quoi, donc je vais faire autre chose. Et finalement, on lui a dit quand même, on lui a proposé quand même de venir les rencontrer, parce qu'en fait, elle a fait un rêve avant ça, qui lui montrait un peu la fin terrible de ces femmes qui n'auraient pas eu l'occasion justement de pouvoir changer de vie et suivre leur cœur, etc. Et donc, suite à ce rêve, elle y est quand même allée, elle est allée les rencontrer. Et les deux autres partaient pas très gagnants, hein, ayant vu sa réaction première. Et en fait, à la fin de cette journée-là, passée avec ses filles, comme elle les appelait, à la porte, elle renvoie les deux, elle leur dit « Bonsoir, je reste ». Et voilà. Et finalement, elle a dédié en fait son œuvre, qui s'appelait du coup, qui est devenue une congrégation et qui s'appelait l'œuvre de la miséricorde. À cette tâche-là, enfin cette mission-là qu'il a dépassée. D'aider des femmes voilà. qui se prostituaient. Oui, exactement. Okay. Et donc, c'est trop beau comme œuvre. En fait, ça a eu un retentissement après international. Et aujourd'hui encore, en fait, l'œuvre de la miséricorde perdure dans le Médoc, mais aussi jusqu'en Pologne. Il y a une sainte qui en vient, etc. Et d'ailleurs, elle-même, Marie-Thérèse Charlotte, a été déclarée vénérable, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'héroïcité de ses vertus. C'est une et peut-être catholique. en voie d'être sainte. Voilà, c'est une catholique, exactement, j'ai oublié de préciser. Voilà, et donc pour moi, c'est un sens complètement particulier, et parce que cette femme m'inspire, et je me dis, c'est en quelque sorte un modèle dans l'action, etc., même si c'est pas du tout au niveau du vin. Mais, et puis aussi parce qu'elle a imprégné ces lieux-là qu'on habite aujourd'hui. Et donc, c'est une femme que j'ai envie de mettre en valeur et dont j'ai envie de me rapprocher en quelque sorte et de mieux connaître la vie. Voilà, très bien. Pour ne citer qu'elle. Très bien. C'est une femme qui t'inspire dans ce qu'elle a de capacité à rebondir, à ce que tu as dit, hein, volontaire, oser des choses, etc. On ne va pas faire tout ton CV, mais on se rend bien compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effet de ricochet dans toutes ces choses-là. Tu dois quitter ta cave, tu arrives à Lyon, il se passe plein de choses, et finalement, tu t'en viens à travailler à l'occasion du concours du meilleur sommelier du monde, en faisant des allers-retours entre Lyon et Paris. Alors, c'était un autre volet, finalement, du monde du vin, la sommellerie, les concours, etc. Moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que est-ce que le monde du vin a quelque chose de concurrentiel ? Parce qu'en fait, on voit bien, il y a des concours, il y a des médailles sur les bouteilles, sur les choses comme ça. Est-ce que même au sein d'une même région, les différents domaines, ou je ne sais pas comment on appelle, mais sont en concurrence les uns avec les autres, ou est-ce qu'il y a un effet de synergie voilà. C'est un monde que les gens ne connaissent pas trop, donc est-ce que c'est concurrentiel ? Alors, pour revenir sur la première partie de ta question, tu parlais du concours mondial de la sommellerie. Ce concours-là, du coup, il est comme les JO, il est en fait pour mettre en avant un métier, un univers qui est quand même si ça fait partie intégrante de notre patrimoine, en France en particulier, il est finalement assez méconnu, et en particulier celui de la sommellerie, où on voit bien le gars qui va servir le vin dans un restaurant, qui va plus ou moins connaître, conseiller le vin, etc. Mais finalement, on ne comprend pas trop, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière réellement ce métier et les personnes qui font ce métier-là. Et donc, en fait, c'est vraiment pour mettre en avant cet univers-là de la sommellerie à échelle mondiale. Et aussi, justement, un peu à l'inverse de ce que tu as abordé, en fait, pour réunir justement le monde entier
autour d'un langage commun qui est celui du vin, et qui met tout le monde d'accord, qui unit, et voilà, donc ça permet aussi de représenter les pays, puisque chacun a son candidat, et puis aussi d'aller très loin dans l'exigence que ça implique, puisqu'il y a des épreuves sur déjà tous les types de boissons, sur le conseil, mais aussi le management, la dégustation à l'aveugle, la reconnaissance des terroirs, des vignerons. C'est vraiment pour mettre en valeur les compétences, en fait. Voilà, exactement. Et puis derrière aussi, c'est un titre qu'on ne passe qu'une fois dans sa vie. Quand on est meilleur sommelier du monde, on l'est en telle année, on passe plus derrière le concours, mais ça met à l'honneur aussi la personne, mais aussi son institution gastronomique, et le savoir-faire, en fait, que ça implique. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très positif, en particulier cette année, enfin en 2023 du coup, quand ça s'est passé à Paris en février, où on a pour la première fois, il me semble, ouvert le spectacle, parce que c'est vraiment un spectacle, hein, la finale en particulier, à tout le monde, au grand public. Donc souvent, il y avait initialement, historiquement, depuis 1969, il y avait que des gens vraiment du métier. Connaisseurs, connaisseurs, etc. Et là, au contraire, on l'ouvre, donc on a eu un public phénoménal, et puis ça a été surtout aussi relayé sur les réseaux, les télévisions, etc. Enfin, il y a eu une belle audience, et pour justement faire découvrir à plein de monde ce métier-là, montrer aussi que c'est un monde qui évolue, qui bouge, qui se rajeunit, et donner envie, quoi. Le but, c'est aussi ça, c'est de donner envie aux jeunes. Toi, tu y étais présente justement pour mettre en valeur une région. La région du Beaujolais. La région du Beaujolais. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est un vin qui, je vais dire, et c'est en train un peu de changer de ce que tu m'expliquais, hein, mais a une réputation, je vais dire, qui a été un peu amoindrie en raison du Beaujolais nouveau, en raison c'est un vin, on a l'impression que c'est pas forcément un vin très noble, et en fait, justement, c'est un vin qui a séduit énormément de personnes à l'occasion de ce concours. Tu m'en parlais, où c'est les sommeliers les plus importants de l'ensemble de l'international découvraient en fait des appellations, des appellations de cette région qui était absolument incroyable. Ouais. Et justement, tu vois, tu dis c'est un vin, et ça c'est souvent ce que les gens ont en tête. Et en fait, le Beaujolais, c'est juste une région qui a des vins et des appellations justement différentes, et justement qui a une richesse incroyable, et qui ne s'arrête pas du tout au Beaujolais nouveau, même s'il y a des très bons Beaujolais nouveaux, de plus en plus quand on les fait qualitatif, hein, on ne s'en rend pas bien compte du travail qu'il y a derrière, mais en fait il y a des crus, il y a 10 crus, et puis aussi Beaujolais et Beaujolais Village. On appelle les crus, c'est d'une région à l'autre, ce qu'on appelle cru ou grand cru ou cru classé, ça n'a rien à voir. Donc là, les crus, en fait, ce sont des appellations, c'est-à-dire c'est un territoire et un terroir du coup donné au sein de la région du Beaujolais, qui va quand même du sud de la Bourgogne à Lyon, donc qui s'étend sur une bande assez longue, et qui a du coup des sols très différents, donc des profils de vin très différents. Enfin, des sols, des altitudes, des expositions, etc. très différentes, qui font la richesse de ces vins. Et donc, c'est tous des noms qui peuvent parler, Morgon, Brouilly, Chiroube, Saint-Amour, etc. Tout ça, ça fait partie des crus du Beaujolais, mais on a aussi des Beaujolais, ou Beaujolais Village, et tout ça, ça fait les 12 appellations du Beaujolais, qui ont une richesse extraordinaire. Et le but, effectivement, d'être partenaire, en fait, du concours de meilleur sommelier du monde, c'était de mettre un gros coup de projecteur sur cette région qui est mal connue, mal aimée, alors que fut un temps, elle était au prix des plus grands côtes de nuit, ou sur les tables, ou des Châteauneuf-du-Pape, etc. Elle avait une renommée fabuleuse. Donc en fait, voilà, il y a une hégémonie passée qui est à remettre au goût du jour un petit peu. Et le but, c'est de faire découvrir les vins du Beaujolais. Une fois qu'on en goûte, on se dit, mais bien sûr, il y a des pépites, en fait. C'est intéressant, parce que en fait, dans ta réponse, tu réponds à l'occasion du Beaujolais, tu réponds en fait à la question, dans le sens où il est clair qu'il y a une concurrence de réputation, en fait, dans le vin. Tu parles de justement la réputation perdue du Beaujolais, mais qui doit le retrouver, etc. Et en même temps, une espèce de culture commune à l'occasion de ce concours-là, où en fait les gens se retrouvent autour du vin. Mais justement, j'avais une question par rapport à ça. Aujourd'hui, on assiste à une baisse drastique de consommation de vin.
je parle notre génération, enfin nous on boit de la bière beaucoup Bah voilà. plus. Hein. Enfin, non mais c'est vrai. Tu as répondu à une partie de la question, oui, non, ouais, c'est vrai. ça. Et voilà, justement, cette baisse de consommation du vin, outre la bière, etc., qui peuvent être très sympas, comment tu pourrais l'expliquer? Mais ça fait partie quand même de la réponse. En fait, on a changé radicalement de mode de production, mais de consommation aussi, ça c'est clair. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut réinventer, il faut se réinventer dans le monde du vin pour faire face à cette baisse de consommation. En fait, on est passé d'une culture, d'une société dans laquelle, en France en particulier, le vin faisait partie intégrante du repas. Et c'était vraiment un aliment à part entière, quoi. Tu vois, c'était du vin de table, donc c'était pas forcément excellent. Ça pouvait, mais en tout cas, c'est ce qui faisait quand même que tout le monde achetait et consommait du vin. Ouais. Si tu veux, tu vois, et donc la production allait avec, effectivement. On produisait plus du vin de table que du grand vin d'occasion, etc. Or, aujourd'hui, on est plutôt passé à ce mode-là de consommation. Et la tendance qui évolue encore plus aujourd'hui, enfin, il me semble, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'apéros dînatoires, on a des occasions de consommation d'alcool, enfin de boissons, à des moments très divers dans la journée. Enfin, dans la journée, oui, ou le soir en particulier, peut-être plus, ou le week-end. Où se situe ta journée, d'accord, j'ai bien compris. Non, ça commence pas au petit-déj pour moi quand même, je précise. Mais qui font que finalement, tout ne s'articule plus du tout forcément autour du repas. Il n'y a même plus d'ailleurs forcément un moment de repas spécifique. Nous avons été coupés, excuse-moi. Donc, par rapport à la consommation de vin, tu disais que justement, dans la consommation, on n'est plus articulé autour du repas, mais autour d'autres occasions. Et voilà. Exactement, ouais, c'est ça. Donc je disais, on va plus être sur des apéros dînatoires, sur des verres qu'on prend avec des gens, etc. Et du coup, ça s'articule plus du tout forcément autour du vin, mais comme tu disais, il y a la bière, il y a beaucoup des spiritueux, il y a des tendances aussi qui évoluent dans les vins qu'on va déguster. On va plus être... aujourd'hui, le vin blanc a beaucoup plus le vin en poupe que le vin rouge. Et Bordeaux en essuie particulièrement les plâtres et la sent passer cette tendance. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui évoluent. Et surtout, il y a une concurrence grandissante avec aussi qui entre en ligne de compte un changement climatique qui permet à certaines régions de se mettre à faire du vin, qui complique la production de vin de certaines autres, etc. Et il y a des vins de tout pays, enfin énormément de pays, tous ne peuvent pas en faire, mais qui se mettent à faire du très bon vin, à le commercialiser, et aussi qui sont peut-être beaucoup plus nouveaux que des anciens vignobles français très établis et ancestraux qui n'ont pas forcément pris le tournant un peu, tu vois, de cette consommation ou de la communication nouvelle, alors que certains vins du Nouveau Monde ou autres ont tout de suite pris ce pli-là et donc mettent un accent très jeune, moderne, etc. sur des vins. Donc voilà, du coup, il y a une concurrence. Est-ce qu'en plus de ça, il y a une mauvaise pub parce que moi je pense toujours, et d'ailleurs on va devoir l'afficher en bas là, par rapport au fait de la consommation de vin, etc., qu'il ne faut pas trop consommer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. Est-ce que cette espèce de matraquage permanent fait que la consommation de vin est en train de chuter aussi? Il y a quelque chose qui fait très mal à la filière, c'est la loi Evin, qui effectivement restreint. C'est une loi sur la communication, la publicité sur le vin qui restreint énormément les possibilités qu'on a de faire de la pub, comme toute marque va pouvoir faire de la pub. Voilà. Parce que certains peuvent dire le vin c'est une drogue parce que c'est de l'alcool et faire en fait l'espèce de rapprochement entre le fait de se murger la tronche en soirée et une bouteille, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment avec le vin qu'on se murge la tronche, pour reprendre ton expression? En général, pas du tout. Non, pas trop. En général, pas du tout. Et c'est justement ça, moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule contre ça à chaque fois qu'on en parle, parce que justement, dans toutes les représentations qu'on donne du vin,
y a un peu on casse un peu du sucre sur le dos du vin, alors que souvent les responsables de l'alcoolisme, etc., de l'état des jeunes, de plein de problèmes de société autour de l'alcool, viennent pas du tout du vin, mais beaucoup plus des alcools forts, justement. Et ça, on le sait, hein, il y a un paquet d'études là-dessus. Donc, je veux dire, quand à chaque fois, pour dénoncer ce problème-là, on vient représenter une jolie bouteille de vin rouge, de rosé, non, en fait. Le rosé, déjà, peut-être un peu plus, mais non, vraiment, c'est pas, je pense que c'est pas le sujet. Et donc, on a un combat à mener forcément contre ça. En tout cas, il faut passer outre tous ces obstacles-là et on y arrive, mais c'est sûr que ça... En disant que comme tout produit, ça doit se déguster avec mesure. Enfin, je veux Exactement. dire, c'est même Exactement. un boulanger, le pain pourrait devenir dangereux si la personne en consomme Mais oui, c'est ça. 16 voilà. baguettes. Alors, voilà, dans une autre, à une autre échelle, ça mais devrait aller, mais enfin voilà, un peu plus, quoi. Et pour moi, d'où la nécessité très importante d'éduquer au vin. Ce qu'on fait très peu en France. Alors même que ça fait partie, c'est une c'est un des domaines majeurs de notre PIB, etc. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nos paysages, de notre culture. Pour autant, les gens, et les jeunes en particulier, connaissent très mal le vin. Et donc, qui dit qu'on éduque au vin, dit qu'on va d'autant mieux le savourer, l'apprécier, donc d'autant moins le boire de manière inconsidérée, démesurée, etc. Est-ce que le fait de le voir produire, ça pourrait changer cette représentation-là? Parce que tu dis, voilà, on n'est pas éduqué au vin, mais j'ai l'impression que quand on est dans la campagne, au milieu je sais pas, de vignes, au milieu de tracteurs qui traversent avec des espèces de calendriers, le calendrier des vendanges, enfin voilà. On est plus éduqué en fait à ce que c'est comme produit, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que tout ça. Alors que quand on est citadin, on a moins de chances en fait d'être éduqué à ce genre de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser, je sais pas, des stages, des visites dans des domaines, par exemple? Ah mais là-dessus, tu prêches une convaincue. Ça, c'est sûr que pour moi, ça passerait entre autres par là. Et effectivement, quand on voit tout ce qu'il y a, tout le travail qu'il y a derrière la vente d'une bouteille de vin, derrière ce qu'on a dans le verre, on comprend... on ne peut que d'autant mieux l'apprécier et l'honorer en quelque sorte, si tu veux. Tous les vins ne sont pas faits pareil, mais il y a de toute façon un gros travail derrière. Et donc, d'aller dans une propriété, de rencontrer le viticulteur, de toucher, de voir ses vignes, de goûter ses raisins, tout ça, c'est des choses qui devraient être proposées aux jeunes, en particulier ceux qui ont la chance d'habiter dans des régions viticoles ou proches viticoles. Et je pense que c'est super important et ça devrait se multiplier. Et peut-être faire naître des vocations aussi qui manquent beaucoup aujourd'hui, malheureusement, dans le vin, parce que c'est un métier de moins en moins facile que de faire du vin. Et donc, ça pourrait donner envie, en fait, aux jeunes. Ouais. Justement, on parle de cette différence entre la ville et la campagne. Toi, tu es plutôt heureuse, vu que tu as connu les deux, puisqu'on va justement arriver à cette nouvelle vie que tu es en train de vivre depuis peu de temps. Tu préfères quoi, la ville ou... Depuis que j'y ai goûté résolument la campagne, ouais. En fait, en bonne citadine bordelaise au départ, j'avais mon équilibre, campagne, mer, montagne, ville, tout ça. Et donc, j'étais persuadée d'être vraiment une citadine qui avait la chance de pouvoir goûter aussi un peu la nature, mais qui revenait quand même à la ville. Et j'ai eu la chance de passer le confinement 2020, donc quasiment 3 mois de confinement, ici, au Maine, et au milieu de 10 hectares de vignes, de parcs, des animaux, des chants des oiseaux, etc. Et de remettre mes bottes aussi et d'aller travailler dans les vignes et dans le parc. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans mon élément. Et c'est la première fois que je pouvais goûter sur un temps long à cette vie de campagne. Et c'est la première fois que je me disais, mais en fait, c'est ça que j'aime. Et je me suis rendu compte aussi, mais c'est très personnel, hein, c'est pas le cas pour tous, mais je me suis rendu compte que tout ce que je pouvais vivre à la ville, toutes mes activités périphériques au travail, mes loisirs avec des amis, etc., finalement, étaient surtout des palliatifs au fait que la vie en appartement, c'est pas fait pour l'homme. Enfin, il me semble, en tout cas, c'est pas fait pour moi, tu vois. Mais j'ai goûté à ça tardivement, voilà.
Alors, tu as pris une décision l'année dernière de reprendre des études et donc de quitter Lyon et de venir habiter sur ce domaine-là, qui est le domaine du Maine-la Merci, dans le but d'en reprendre la gestion plus tard. Pour l'instant, ce sont tes parents qui le gèrent. Et tu as voulu reprendre à nouveau des études. On dit philo, communication, avec Bacchus, tu as appris des choses. En plus, on en a peu parlé, mais tu as passé un diplôme international dans le vin. À nouveau des études, pourquoi En fait, les études que j'avais faites dans le vin, c'était passionnant, mais c'était très théorique, théorique, international. Mais là, en choisissant ces études-là aujourd'hui, je choisis d'approfondir énormément la partie technique, la partie production même de vin. C'est-à-dire que je fais de l'énologie, donc de la chimie qui va avec, ça fait partie, de la viticulture, le machinisme, les tracteurs, etc., les traitements, les maladies, tout ça, voilà. Donc c'est des études très scientifiques, ironiquement, par rapport à la philo que j'ai pu faire, la littérature, etc. Et donc c'est déjà très différent de ce que j'avais fait avant. Et le but, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes les connaissances et compétences qui me permettront demain de reprendre la gestion de cette propriété, de faire mon vin aussi à mon image et comme on le souhaite, et aussi de pouvoir, parce que j'ai bien conscience qu'il faudra déléguer des tâches. C'est passionnant d'être partout, mais en même temps, on ne peut pas aussi matériellement être partout. Donc, il y a des choses que je vais devoir déléguer à des équipes, et donc ça permet aussi de prendre du recul par rapport aux choix qu'on va faire et de mieux encore les diriger quand on sait soi-même exactement de quoi il en retourne. Voilà. Et justement, ces études-là, donc c'est un BTS, viticulture œnologie. Pour toi, c'est nécessaire, ou alors tu aurais pu apprendre sur le tas comme... Ouais. Plusieurs d'ailleurs de l'univers du vin m'ont dit faut du courage de se replonger là-dedans à 30 ans parce que c'est pas nécessaire, effectivement. Alors, outre le fait que j'aime bien avoir toute l'expertise, les clés en main, les qualifications pour aborder un nouveau métier, parce que c'est quand même un nouveau métier, même si c'est la prolongation de ce que j'ai fait jusque-là. Mais ça permet aussi d'avoir un statut de jeune agriculteur qui a des avantages pour s'installer, etc., des aides et des coups de pouce. Et puis, ça permet aussi de rencontrer tous ceux qui nous entourent et qui font ce même choix, de rencontrer en particulier la jeune génération, parce que c'est celle de demain avec laquelle il va falloir se mettre justement, s'unir. Oui, tu es en cours avec des gens qui sortent du bac, par exemple. Là, entre autres, pas que, mais oui, entre autres. D'accord. Ça fait la richesse de notre classe, c'est qu'on a des parcours tous très différents, et notamment des jeunes, et puis des moins jeunes aussi qui ont des parcours variés et des études avant. Et donc c'est enrichissant, justement. Et ce seront de toute façon les vignerons ou les acteurs du vin de demain. Donc ça, c'est intéressant. On parle des jeunes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la jeune génération ? Ouais, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que s'ils ont un désir en particulier qui sentent grandir en eux, surtout pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce désir, oser pousser les portes. Parce que je sais que ça dépend aussi du tempérament, etc. Mais quand on est jeune, on peut ne pas avoir forcément confiance en soi, confiance en ses projets. On peut dire que c'est un peu farfelu, que ça sort du cadre. Et en fait, justement, si ça sort du cadre et que ça répond vraiment à qui on est et à ce qu'on porte intérieurement, il faut y aller, mais du coup, pas oser prendre son téléphone, aller rechercher tous les acteurs de l'univers, du monde dans lequel on veut travailler, et faire des enquêtes métiers, et chercher, parler, créer du réseau, comme ça aussi, ça permet. Mais vraiment, c'est oser. Oser. Et c'est ça qui est formateur pour la suite. Et ça, c'est une arme nécessaire, de toute façon, dans tous les métiers qui feront plus tard, quoi. Ok, super. À côté du travail, j'aime pas dire à côté parce que ça donne l'impression qu'on est saucissonné, mais en tout cas, une autre activité que tu as, c'est le travail du chant. C'est le chant, c'est un grand domaine pour toi.
C'est une question que j'ai, parce qu'à chaque fois que j'interroge les personnes qui, à mon sens, m'inspirent, je me rends compte qu'il y a toujours un volet artistique qui est présent. Et je voulais savoir quelle place ça a pour toi, en fait, le chant, parce que à côté des barriques, à côté du tracteur, à côté du machin, pourquoi le chant? Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du vin, mais pour moi, le chant, c'est, je dirais, le souffle vital, pour moi. C'est une place un peu centrale dans ma vie, enfin la musique de manière un peu plus générale. Mais j'ai expérimenté vraiment avec le chant que je fais depuis petite, au conservatoire à Bordeaux, que pour moi, c'est l'instrument du corps, plus que tous les autres instruments. C'est l'instrument le plus intime. Et en fait, les vibrations des cordes vocales, de la voix, me permettent en tout cas personnellement d'exprimer des émotions que je ne peux exprimer par aucune autre chose en dehors du chant. C'est très fort. Pendant tous mes concerts en particulier que j'ai pu donner, etc., je vis des choses très intenses à ce moment-là voilà, que je ne vis pas dans d'autres circonstances et qui sont en même temps vitales pour moi. Et tu vois, j'ai fait du piano, j'ai fait du violon, de la danse, etc. Pendant ma jeunesse. Et je vois combien, alors même que le piano, c'était vraiment mon instrument premier, je vois combien ce sont des instruments qui sont plus extérieurs à soi. Et en fait, alors même que la voix, justement, elle fait passer des choses très personnelles et qui font partie de soi. Et en fait, c'est vrai que pour moi, l'art, c'est un peu le prisme sous lequel je vais aborder plein de domaines dans la vie. Les personnes, les choses, les situations. C'est une manière assez artistique de voir les choses peut-être. Et justement, c'est ça que je trouve d'ailleurs dans le vin, c'est que c'est à la fois un produit qui vient de la technique, mais qui est aussi une forme d'art. Et je pense que sans ce grain d'originalité, de folie qu'il y a dans le côté artistique, on fait plus des vins peut-être plus plats ou plus techniques, mais il y a une dimension en moins peut-être. Caroline, merci de nous avoir accordé ce temps d'interview. Avec joie. En conclusion, on est dans une pièce qui s'appelle Le Chai, ou Le Chai, je ne sais pas comment on dit, parce que c'est AI, Le Chai, d'accord, ok. Elle sert à quoi cette pièce ? Cette pièce, elle sert, le chai à barrique en tout cas, sert à élever les vins. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendangé le raisin, qu'on en fait du vin, on le met dans ces barriques-là. Nous, c'est notre choix en tout cas, et on va l'élever pendant 18 mois pour que petit à petit, il prenne au contact avec l'oxygène, puisque le bois respire, il va être au contact avec l'oxygène, il va pouvoir s'arrondir, prendre des arômes, des teintes un peu différentes, etc. Donc voilà, il va mûrir en quelque sorte pendant tout ce temps-là. C'est intéressant. Ensuite être en bouteille. On parle d'élever un vin comme on élève un enfant. Ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant. Il y a un peu de ça, parce que le vin, il va petit à petit il va mûrir, il va prendre une forme, il va devenir adulte. Une solidité, etc. Et il va finalement devenir adulte. Même si plus ou moins dans le parallèle, puisque en fait il va devenir adulte aussi tout au long de sa vie. Derrière, un vin, c'est un produit qui est vivant, qui reste vivant une fois en bouteille, et qui continue de respirer, d'évoluer en fait tout au long de sa vie pour arriver à une phase où il pourrait décliner. Donc on veut le déguster avant, mais en tout cas voilà, tout au long de sa vie aussi il évolue, mais en particulier pendant ce temps d'élevage en barrique qui, en tout cas ici au Maine, est super important. On pourrait conclure par cette passion que tu as sur cette salle, sur ce vin, sur tout ça. Mais j'ai envie quand même que tu nous donnes un petit conseil de dégustation de vin. Quels seraient tes coups de cœur du moment en termes de vin qu'on pourrait déguster, qu'on pourrait trouver ? Sans publicité aucune, simplement. Un de mes coups de cœur qui m'a procuré une énorme émotion, c'était le côte rôti La Landonne de René Rostin 2010. Voilà, ça m'a fait vivre une émotion assez intense et
Voilà, c'est un vin que je pourrais recommander, même si je ne suis pas sûre qu'on puisse le retrouver encore dans ce millésime-là aujourd'hui. Le muscat du Cap Corse aussi, de Muriel Giudicelli, qui est une grande vigneronne du nord de la Corse, du coup, qui fait des vins naturels excellents, et en particulier ce muscat. Et puis bien sûr, le vin qu'on produit ici, que je ne saurais que recommander, évidemment. À savoir le Sauterne. Donc on est au château du Maine-la-Merci. On produit du Sauterne cultivé en bio, et on a des vins, et on le voit année après année. Il y a une signature un peu particulière qui ne dépend pas de nous, qui dépend vraiment du terroir et de ce lieu-là assez magique, qui est une fraîcheur, une grande fraîcheur dans les vins. C'est pas toujours ce que les gens ont en tête quand on parle de Sauterne. Donc là, c'est des vins vifs avec du peps qui peuvent être bu tout au long du repas, sur tout un tas de plats, mais aussi, et en particulier peut-être, à l'apéro, tout simplement en lui-même, ou avec des petites tapas. Voilà, c'est un petit moment de bonheur. Très bien. Merci beaucoup, Caroline, en tout cas, de ce témoignage et de cette interview inspirante. Merci à toi. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser auprès de Caroline, à les mettre en commentaire, et moi je les transmettrai, et puis peut-être qu'on fera un deuxième épisode pour répondre aux questions. Peut-être qu'on te verra aussi œuvrer dans cette activité de viticultrice. On se dit à bientôt à tout le monde, et merci encore, Caroline. Avec joie. Je sais pas comment tu t'es retrouvé là. T'as passé du bon temps et tout ça avec moi. T'as trouvé ça marrant, intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit maintenant, tu peux pas en rester là. Un pouce en l'air pour dire que t'as aimé. Un commentaire pour bien participer. Partage à ton frère, et si tu sembles hésiter, y a qu'une chose à faire. Tu peux t'abonner